58 minutes, une émission proposée et animée par Lionel Chalex. Bonjour à toutes, bonjour à tous, nouvelle émission de 58 minutes. Aujourd'hui, deux personnalités dans nos studios ici à Montcarré. D'abord, Serge Muller, qui est député de la 2e circonscription à Bergerac. Bonjour. Bonjour Lionel. Et puis dans quelques instants, dans quelques minutes, nous aurons Edwige Diaz, qui est elle aussi députée, je cherche, il me semble que c'est une question de... C'est la 11e circonscription de la Gironde. Nous l'aurons dans quelques minutes. Alors, Serge Muller, vous êtes assez nouveau dans la politique. Vous arrivez depuis les dernières élections municipales à Bergerac. Qu'est-ce qui vous a... c'est une question que peut-être beaucoup de gens se posent. Qu'est-ce qui vous a motivé pour vous présenter à la députation avec en plus l'étiquette du Rassemblement national ? Alors en fait, c'est comme beaucoup de politiques, c'est le hasard qui m'a amené en politique. C'est-à-dire que moi j'étais militant de l'ombre depuis toujours. Mon bulletin de vote était toujours pour le même parti. Et puis un jour, en 2017, le parti était en difficulté, donc j'ai fait un don. Et depuis ce jour-là, en fait, je n'ai eu de cesse d'avoir de contact avec avec des membres et des militants actifs. Donc, quand je suis arrivé en Dordogne, en fait, le réseau m'a pris sous son aile, voilà, et puis je me suis senti à l'aise, et puis finalement, sur le terrain, j'ai fait mes preuves, voilà. Est-ce que vous étiez élu avant d'être député ou pas ? Non, je n'ai Première jamais... élection, député. Alors, je me suis présenté au départemental sur le canton de Saint-Astier. Oui. Je suis arrivé au 2e tour avec plus de 33% des suffrages. Voilà. Et du coup, ça m'a donné envie de poursuivre. Et puis je me suis présenté aux législatives et puis je suis arrivé avec 50,4%. Alors, Bergerac, 2e circonscription de Bergerac, c'est un arrondissement que vous connaissez. De quelle manière ? Comment ? Alors, je le connais de par mon travail parce que je suis de formation, je suis aide-soignant et quand je suis arrivé dans la région, en Dordogne, j'ai fait beaucoup d'intérim et j'ai fait énormément d'intérim du côté de Bergerac, voilà, pour ne pas la nommer. Alors, quand on se présente comme député, on doit savoir quand même ce qui s'y passe, ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Et sûrement, il y a peut-être certaines choses à modifier. Quelles sont ces différences qu'il peut y avoir ? Alors, dans la circonscription du Bergeracois, qui est quand même très très vaste, les choses à changer, eh bien, pour le moment, je les découvre. Voilà, un peu comme tous mes jeunes collègues députés. C'est-à-dire que là, actuellement, je suis en train de faire la tournée des maires. Et justement, c'est à eux à me faire remonter les doléances pour que je puisse faire mon travail législatif. Vous êtes dans un fief, on ne va pas se voiler la face, vous êtes dans un fief que la gauche a détenu pendant de nombreuses années. Le contact doit être difficile. Rassemblement national, ça a dû être quand même... moi, j'habite dans cette circonscription, ça a dû être un petit peu la surprise. Oui, alors le contact est bien souvent rude, mais je porte l'écharpe, j'ai été élu, et ma place est légitime. Je ne suis pas rentré à l'Assemblée nationale par effraction. Bien sûr. Donc, ils doivent me faire une place qui est la mienne. Comment ça se passe ? Eh bien, on joue un peu des coudes, voilà, et puis à moi de me faire un nom et un visage. Là, il y a eu le 11 novembre, vous avez été invité ? Alors non, je n'ai absolument pas été invité, mais je me suis invité parce que c'était ma place. J'étais à côté du préfet, à Bergerac. Et voilà. Comment ça s'est passé ? Ça s'est très bien passé. Voilà, je me suis senti, moi, tout à fait à ma place et absolument pas gêné d'être à cette cérémonie. Les contacts avec les maires sont un peu difficiles, délicats, ils n'osent pas Alors, au début de mon mandat, j'ai écrit une lettre à tous les maires leur demandant une audience. Et en fait, ceux qui m'ont répondu, ce sont ceux qui m'ont reçu, et les autres ont balayé ça d'un revers de la manche en disant
Oh, j'ai laissé ça sur un coin de mon bureau, je vous répondrai. Et bon, ça fait quand même 5 mois et j'ai Alors, pas trop de on peut réponses. savoir combien de maires vous ont répondu à ce courrier? Alors, sur 170 communes, 5 maires m'ont répondu. 170 communes, 5 maires. 5 maires m'ont répondu et j'ai C'est ce qu'on honoré appelle 5 la rendez-vous. démocratie, ça? Ben, Comment vous l'appelez? malheureusement, non, c'est Hum, pas. hum, hum. Ils ne respectent pas le choix des électeurs. Voilà, Et ça semble incroyable, quoi. Hein. c'est tout à fait Bon, alors, est-ce improbable. que maintenant, là, vous avez quand même certaines choses à leur proposer? Alors, ce que je peux proposer maintenant, c'était justement de récolter les doléances, mais n'en ayant pas Hum. suffisamment, j'ai pas matière à faire des propositions à l'Assemblée nationale. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait le tour des forces de police, la hiérarchie judiciaire. Vous pouvez en parler ce matin, Voilà. vous étiez sur le terrain. Ce matin, j'étais sur le terrain, voilà, avec C'est-à-dire ma collègue Edwige Diaz. Nous étions donc à la prison au centre de détention de Neuvic-sur-Lille, Mhm. voilà, pour constater l'état De de la prison Mhm. et les conditions de détention Vous avez été, je crois bien, aussi à l'école de gendarmerie. Et ensuite, voilà, nous avons poursuivi. Nous sommes allés à l'école de gendarmerie qui a bien besoin d'un coup de pouce financier parce que Tiens donc. ces infrastructures commencent à partir un vieillir. peu en décrépitude. Voilà. Alors, vous me dites que les maires n'ont pas répondu comme vous l'auriez souhaité, mais ici, il y a un tissu économique, il y a des entreprises, des commerçants, des artisans, et cela. Eh bien, cela, c'est phase 2 de mon projet, Mhm. d'aller à la rencontre justement des acteurs. Vous êtes au courant qu'ils sont en difficulté quand même. Ah, mais Pour bien sûr. beaucoup d'entre eux, pas Bien tous, sûr. mais pour beaucoup d'entre eux, c'est plus que des appels à l'aide. Hein. Ah mais tout à fait, crise de Covid. l'énergie, Covid, enfin toutes ces crises qui se Mmh. succèdent et qui font que les difficultés s'enchaînent et malheureusement les clés sous Alors, la porte ouais. peuvent se Est-ce que multiplier. quand on est jeune député comme vous, ce n'est pas un peu c'est une des difficultés de se faire connaître, de pousser un petit peu les portes Est-ce que ça, on ne peut pas l'obtenir là comme ça du jour au lendemain. Donc, est-ce que c'est pas une difficulté importante? Oui, et là, effectivement, Lionel, vous avez raison. Étant donné que je n'ai pas eu de mandat précédent, pour moi, tout est nouveau. Tout est nouveauté, donc je tâtonne un petit peu, je n'ose peut-être pas suffisamment, mais je suis déjà un homme différent de celui que j'étais il y a 6 mois. Voilà, donc D'accord. au fur et à mesure, je me Oui, forge. le mandat est court quand même. Mais Hein, le c'est mandat est 5 ans. court, bien sûr, mais Et oui. je pars de très loin. Donc, Oui, je comprends. déjà. Vous avez envisagé de visiter des entreprises, des artisans, des commerçants? Tout à fait, oui, bien sûr. Oui, oui. Parce que, bon, de ce côté-là, je me répète un tout petit peu, mais connaissant un petit peu le milieu, les choses sont difficiles, quoi. Hein, et je crois bien que dans les mois qui arrivent, les choses vont être encore plus difficiles. Tout à fait. J'envisage donc de visiter des commerces, des entreprises, mais aussi, et le message m'a été lancé devant ma permanence, j'envisage aussi de rencontrer des agriculteurs qui eux aussi sont en difficulté parce que les calamités climatiques s'enchaînent elles aussi. Et malheureusement. Il n'y a pas que ça. Eux aussi, par rapport au carburant, bon. En plus. Et malheureusement pour eux, ça monte hein, et tout s'ensuit. Tout à fait. D'accord. Bon. Alors, cette difficulté, moi je pense que, je sais pas, hein, mais vous avez l'air de vouloir bien la combattre. Mais ça sera peut-être pas tout. Comment ça se passe à l'Assemblée nationale avec vos collègues? Vous êtes élus 89, je crois bien, à l'Assemblée nationale. Oui, nous sommes 89 députés du Rassemblement national. Alors là, il y a sûrement un travail de groupe. Comment ça se passe entre vous? Il y a une entraide Alors, les 89 députés sont répartis sur 8 commissions. Moi, je fais partie de la commission des affaires sociales. Nous siégeons à 11 dans cette commission et nous faisons le travail dédié aux affaires sociales.
Voilà. De l'Assemblée nationale. De l'Assemblée nationale. Vous êtes 11, tout parti confondu. Non. Non. 11 du Rassemblement national. Après, il y en a peut-être 11 de chez LR, de chaque parti. Et après, il y a une commission aussi qui regroupe sûrement tous les députés qui s'occupent du social. Voilà. Et en tout, nous sommes 89, à peu près 90 dans chaque commission. Voilà. Donc, dans l'ensemble des commissions. Alors, chaque commission compte 90 membres. Voilà. Ah oui, d'accord. Grosso modo, voilà. Bon, alors, des kilomètres, la vie change. Énormément de kilomètres, effectivement, la vie change. Est-ce qu'on peut avoir une vie de famille quand on est jeune député comme vous ? Alors, c'est un petit peu compliqué. Voilà. Moi, je suis papa de 3 enfants. Je suis marié depuis de nombreuses années et je tiens à garder ce schéma familial. Hein, voilà. Oui, c'est très compliqué. Paris, 4-5 jours dans la semaine, le terrain le reste du temps et consacré quelques minutes à CLC Média. Un jour, ou deux à sa famille pour garder son microcosme, quoi. Enfin, c'est quand même un pilier dans la vie d'un homme ou d'une femme d'avoir sa femme ou son mari à ses côtés. Si ça, on le perd, on perd sa béquille. Et... Oui, complètement. Voilà. La presse, c'est important. Oui. Alors, comment ça se passe, les contacts je ne dis pas que c'est 50% de votre réussite en tant que député, mais enfin, la presse, c'est important qu'elle soit au courant de vos allées-venues, de ce que vous faites, ce que vous proposez. Tout à fait. Vous avez un service de presse ? Alors oui, on travaille beaucoup avec le Démocrate, la Dordogne Libre, Sud-Ouest, et certaines radios comme la vôtre. Voilà. Oui, c'est un outil important de communication et je remercie tous les organes de presse et de radio pour ce qu'elles font. Bon, vous voyez, c'est un premier contact. Oui. Mais moi, je pense que je vous l'ai dit hors antenne, mais c'est tout à fait notre rôle. Si vous avez envie de venir nous dire ce que vous faites, un petit peu, je ne fais pas un rapport, j'aime pas trop ce nom, mais ce mot, mais nous parler un petit peu de temps en temps de ce que vous faites ici dans le secteur, ça serait pas mal. Le rendez-vous est pris, ce sera avec un grand plaisir. Merci, c'était Serge Muller qui est député de la 2e circonscription à Bergerac, élu aux dernières élections législatives. CLC Média, c'est la radio des copains. Eh bien, suite de l'émission 58 minutes, tout à l'heure nous avions Serge Muller, qui est, je vous le rappelle, député de la 2e circonscription de Bergerac. Maintenant, nous avons Edwige Diaz, qui est connue à l'antenne de CLC Média, puisqu'elle est déjà venue nous voir plusieurs fois. Bonjour. Bonjour Lionel et bonjour à toute l'équipe. Alors, vous aussi, vous êtes nouvellement élu en tant que député. Vous faites un parcours fulgurant dans la politique. Je lisais, avant qu'on se voit, un petit peu depuis quand vous êtes dans la politique, depuis de nombreuses années. Vous aviez, on ne va pas s'en cacher, vous étiez au RPR. Oui, l'UMP, c'était déjà l'UMP à l'époque. Oui, c'était déjà l'UMP. Puis après, vous êtes passé au Front National, LR. Vous avez été élu conseillère municipale, conseillère régionale, et là, élu député avec 58,7% des voix. Joli score. Oui, et d'ailleurs, je remercie encore les électeurs de m'avoir honoré de leur confiance. Alors, pour répondre à votre question, ça fait presque 10 ans que je me suis lancée en politique, mais au début, en tant que simple militante, j'ai pris ma carte au Rassemblement national il y a 8 ans. Et la première fois que j'ai rencontré Marine Le Pen, c'était à l'occasion d'un meeting en Corrèze. Je me suis timidement approchée d'elle, je lui ai donné ma carte et je ne savais pas quoi faire à l'époque pour rendre service. Et je lui avais dit, écoutez, si vous avez besoin de quelque chose, je ne sais pas ce que
que je peux faire pour vous aider, mais je veux vous aider parce que je pense qu'il faut que vous gagniez ces élections et qu'il faut qu'on vous ait comme président de la République. Quelques semaines après, mon téléphone sonne. C'était Jacques Colombier, qui était à l'époque délégué départemental du RN de la Gironde, qui me dit écoutez, vous avez qu'à venir pour prendre votre carte, etc. Donc je prends ma carte et puis on m'invite à un événement. Quelques jours après, je me retrouve à distribuer des tracts sur les marchés, à aller coller des affiches et puis je me présente à une élection, 2 élections. Et puis, je deviens conseillère régionale en 2016, tête de liste aux élections régionales de 2021. Et puis, cette élection législative qui est ma 10e élection, en fait. Ma 10e élection sous les couleurs du Rassemblement national. Bon, quel parcours. Est-ce qu'on peut dire votre âge à l'antenne? 35 ans depuis quelques jours. Bon, je trouve ça phénoménal. Non, franchement. Bon, en tout cas, un parcours c'est vraiment c'est gentil, merci. C'est vraiment une vocation. C'est vrai que du jour où j'ai rencontré Marine, je me suis dit il faut vraiment que je fasse quelque chose pour aider nos idées à arriver au pouvoir. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le fait que nous soyons le premier groupe d'opposition en Nouvelle-Aquitaine et que nous soyons le premier groupe d'opposition à l'Assemblée nationale avec 89 députés, eh bien, ça fait que oui, bien sûr, on a tous les yeux rivés vers 2027. On va travailler très sérieusement à l'Assemblée nationale. On va travailler aussi pour préparer les élections municipales parce qu'on sait très bien qu'à chaque fois que le RN poussera les communes les portes d'une commune, eh bien, on aidera nos idées à pousser les portes de l'Élysée en 2027. On dit de vous que vous êtes une bosseuse, une battante, et ça paye. Vous êtes sur le terrain, quasiment en permanence. Tous les jours. Oui, tous les jours. Alors, comme mon collègue Serge Muller, nous sommes très assidus à l'Assemblée nationale. Nous faisons partie des députés les plus assidus. Mais c'est normal parce qu'on avait pris cet engagement auprès de nos électeurs. On leur avait dit, avec nous, il n'y aura pas de députés fantômes. Vous aurez une vue sur notre activité. C'est-à-dire, vous verrez quand est-ce que nous sommes à l'Assemblée, ce que nous votons. Donc ça, c'est important. Mais il n'en reste pas moins que le terrain n'est pas du tout à négliger. Et donc oui, nous faisons du terrain tous les jours. Moi, par exemple, samedi matin, sur ma circonscription, à Coutras, j'ai été distribuer des tracts sur le marché. Ensuite, j'ai assisté à l'élection de Miss Coutras. Au passage, dans la journée, je me suis rendue... Je n'ai vu que des compliments de vous sur les réseaux. C'est gentil. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Ensuite, on a été soutenir une association qui recueille les chevaux maltraités. Et en fait, tout ce travail de terrain nourrit notre travail législatif. Comme par exemple ce matin, avec Serge, nous étions à la prison de Neuvic-sur-l'Île. Et ensuite, nous étions au centre de formation des gendarmes de Saint-Astier. Et du coup, pourquoi nous avons fait ces 2 visites de terrain aujourd'hui? C'est parce qu'à partir de tout à l'heure, donc ce soir, nous serons à l'Assemblée nationale en train de débattre d'une loi qui s'appelle la LOPMI, la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur, qui vise précisément à renforcer les moyens de nos forces de l'ordre. Alors malheureusement, du point de vue du Rassemblement national, les moyens attribués sont largement insuffisants, en tout cas par rapport aux besoins, par rapport à ce qu'on entend sur le terrain, à la fois de la part des victimes, mais à la fois aussi de la part des forces de l'ordre qui méritent plus de moyens. Mais du coup, nous allons batailler sévère pour précisément faire augmenter les moyens de cette loi et aussi pour lutter contre les députés d'extrême gauche qui, eux, veulent faire passer des amendements visant à diminuer les moyens des forces de l'ordre. Je vais vous donner un exemple. Donc, il y a une dizaine de jours, moi j'étais en commission, donc je suis en commission des lois, celle qui étudie la LOPMI, et les députés de la NUPES ont voulu faire passer un amendement visant à démanteler les BAC. Parce qu'elle serait source de discorde, d'extrémisme et qu'elle ne garantirait pas la cohésion, la paix sociale. Voilà. Donc nous, il est clair qu'avec mes collègues du Rassemblement national, nous voterons massivement contre ces amendements qui relèvent carrément de la haine anti-police et même de l'anti-républicanisme. Le 49.3 est utilisé à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est démocratique? Pas démocratique, c'est dans la Constitution. Oui, c'est en effet un outil constitutionnel, mais moi je suis comme 2/3 des Français qui considèrent que le gouvernement ne doit pas utiliser le 49.3. Mais pourquoi le gouvernement utilise le 49.3 ? C'est dû à plusieurs facteurs. Déjà, c'est fait pour contraindre sa majorité. Parce que du coup, en fait, c'est pour faire passer des budgets, mais surtout le gouvernement a oublié quelque chose, c'est qu'il n'était plus
majoritaire à l'Assemblée nationale. Et ça, c'est nouveau parce que sous l'ancienne mandature, le gouvernement avait l'habitude que les députés La République En Marche Godillot votent sans se poser de questions les textes. Sauf qu'aujourd'hui, il y a des oppositions qui sont puissantes et qui arrivent à mettre en minorité le gouvernement. Et donc, le gouvernement a totalement oublié sa promesse de compromis. Moi, je me souviens, le premier discours de Madame Borne à l'Assemblée nationale, elle avait employé une vingtaine de fois le mot ensemble, co-construire, l'écoute, etc. Et en fait, on se rend compte que le gouvernement n'a pas tiré les leçons de sa défaite aux élections législatives. Et donc, comme il n'a pas de majorité et comme il n'arrive pas à construire intelligemment des projets avec les oppositions, eh bien, il en est réduit à utiliser le 49.3. On en a quand même eu 4 en quelques semaines. Et je pense en effet que c'est un déni de démocratie. Donc là, sur les textes budgétaires, le gouvernement peut utiliser le 49.3 autant de fois qu'il le souhaite. En revanche, sur les autres textes, il ne pourra pas le faire autant de fois qu'il je le voulais souhaite. vous poser la question. Il n'y a C'est une que fois. sur les textes budgétaires. Les textes budgétaires, c'est illimité. Par contre, après, c'est une fois par session ordinaire. Donc ça va poser un problème au gouvernement qui n'aura pas d'autre choix que d'écouter les oppositions. Mais en fait, quoi de plus normal dans un régime comme le nôtre que les oppositions élues démocratiquement, qui représentent une part significative de la représentation nationale, quoi de plus normal que ces oppositions soient écoutées. Alors, un autre sujet qui a été d'actualité tout ce week-end, l'immigration. Nous avons assisté à ce fameux bateau qui est venu accoster à Toulon. Oui. Et là, quelques mots peut-être par rapport à tout cela. Oui, mais je pense une fois de plus, le gouvernement a fait preuve de beaucoup de faiblesse. Moi, j'ai entendu cet été un Gérald Darmanin qui allait nous présenter une loi visant à lutter contre l'immigration. Et là, on allait voir ce qu'on allait voir. Le Rassemblement national n'avait qu'à bien se tenir. Ensuite, on nous dit que la loi va être reportée, qu'il y aura des débats, etc. Et finalement, on découvre il y a 15 jours que M. Darmanin et M. Dussopt vont proposer une régularisation aux personnes arrivées clandestinement sur notre territoire et qui travaillent. Alors moi, j'y vois un paradoxe, c'est que déjà, on a plus de 5 millions de chômeurs en France et qu'il faudrait d'abord que les emplois non pourvus soient dédiés aux personnes qui cherchent de l'emploi. Et ensuite, c'est vraiment une ouverture vers de l'immigration. En fait, c'est un droit à la régularisation là, qu'ils sont en train de créer avec la loi qu'ils vont nous présenter au mois de janvier, parce que toutes les filières d'immigration, et la plupart, les passeurs, les trafiquants d'êtres humains, comme ceux qui sont soupçonnés de complicité avec les passeurs d'êtres humains, avec le bateau, l'Ocean Viking, eh bien, ça va être un appel d'air considérable. Et la France n'a plus les moyens aujourd'hui d'accueillir la terre entière, parce que moi, je sais qu'il y a un Français sur 4 qui n'arrive pas à se nourrir, quasiment autant qui n'arrivent pas à se soigner. Et donc, nous disons que la solidarité doit appliquer le principe de la priorité nationale. Donc, nous ne pouvons plus accueillir toute cette immigration. Je vous le disais, ce matin, j'étais visiter la prison de Neuvic et on me disait qu'à la prison de Neuvic, il y avait 25% d'étrangers. Et donc, on a d'un côté une surpopulation carcérale, la filière pénitentiaire qui peine à recruter, qui n'a pas assez de moyens. Ça crée des conditions de travail détestables pour les agents et en même temps, on continue d'accueillir dans nos prisons et partout ailleurs des étrangers, mais ça coûte cher à la France. Il y a quelques jours, j'ai été visiter un centre de rétention administrative. Donc là, ce sont juste des personnes en situation de clandestinité qui sont mis dans ces centres en vue d'être expulsés ou relâchés. Et ça, il faut savoir que ça coûte 690 € par jour aux contribuables français. Donc, c'est pour ça que nous, au Rassemblement national, nous voulons lutter avec humanité, mais avec fermeté contre l'immigration. Nous voulons dire aux étrangers, ne venez pas chez nous, nous n'avons rien à vous offrir. Et nous voulons aussi dissuader les passeurs, en gros leur dire, eh bien, vous ne pourrez pas vous enrichir sur le dos de la générosité des Français. Un autre sujet avant que nous nous séparions, parce que je crois bien qu'un train... On vote la Lopmi ce soir. Un train vous attend presque. Il ne va peut-être pas vous attendre très longtemps. Deux choses. Vous choisissez, est-ce que vous voulez qu'on parle du SMIC-Val ou par exemple des centrales nucléaires? Les deux sont très importantes. Alors, je vais faire vite pour traiter les deux. Donc juste rapidement sur l'EPR, réaffirmer mon soutien et ma volonté politique d'accueillir de nouveaux EPR sur la centrale du Blayais. L'immense majorité des politiques locaux y sont favorables. Il faudrait peut-être préciser ce que c'est. Ce sont des centrales nucléaires à eau pressurisée. Oui, c'est ça, voilà, exactement.
Et donc oui, notre volonté, c'est d'accueillir plus donc, de centrales au nom de notre souveraineté énergétique, de notre indépendance, du bas coût produit par l'électricité nucléaire et au regard des retombées économiques et des professions, des emplois que ça va générer localement. Et donc sur le SMICVAL, vous dire que moi j'ai été comme la plupart des élus locaux et comme la plupart des citoyens des communes desservies par le périmètre du SMICVAL, j'ai été profondément choquée d'apprendre par voie de presse l'arrêt de la collecte en porte-à-porte. Je trouve que c'est profondément scandaleux parce que les gens n'étaient pas préparés, parce que le président du SMICVAL, à qui je vais proposer une rencontre bientôt, avait peut-être d'autres solutions, en tout cas d'autres méthodes, mais en tout cas ce sont les usagers qui vont être pénalisés parce qu'ils vont continuer de payer aussi cher et ils vont dire au revoir à un service public qui est quand même primordial, la collecte des poubelles, d'autant plus que la volonté d'arrêter la collecte en porte-à-porte va pénaliser surtout les personnes âgées, les personnes en situation de handicap qui ne peuvent pas aller amener leur poubelle au point d'apport volontaire. Et puis aussi, je voudrais avoir une pensée pour les personnes qui vont être riveraines de ces dépôts. Alors en solution, parce qu'on n'est pas inactif au Rassemblement national. Moi, j'ai bien entendu le président du SMICVAL nous indiquer qu'il avait deux problèmes. Un problème financier lié au coût du carburant. Donc là, il faudrait peut-être voir pour mettre en place des camions de collecte avec des carburants qui coûteraient moins cher que le gasoil ou que l'essence. Mais il y a aussi autre chose. Et nous, en tant que députés, on peut agir. En fait, le coût de la taxe d'enlèvement d'ordures ménagères dépend d'une taxe qui s'appelle la TGAP, la taxe générale sur les activités polluantes. Et en fait, l'évolution de cette taxe est planifiée par une loi de finances. Et là, en l'occurrence, les taxes que nous payons aujourd'hui et l'évolution exponentielle de cette taxe jusqu'en 2025, elle a été fixée par la loi de finances 2020, donc votée en 2019 par les députés de La République En Marche. Donc là, moi, je m'étonne de voir un certain nombre de députés de la majorité nous expliquer qu'ils déplorent l'arrêt de la collecte en porte-à-porte, alors qu'ils sont responsables puisque c'est eux qui ont décidé d'augmenter la TGAP. Donc nous, ce que nous avons fait au Rassemblement national, nous avons proposé un amendement visant à diminuer le coût de la TGAP, de manière à ce que ce coût réduit, du coup, impacte de manière beaucoup moins importante le coût de fonctionnement du SMICVAL. Et donc, autant vous dire que donc, cet amendement pour la baisse de la TGAP déposé par les députés du Rassemblement national a fait l'objet d'un rejet. C'est-à-dire que les députés macronistes ont décidé de refuser notre amendement et ça je trouve vraiment que c'est condamnable parce que derrière ce sont les syndicats qui sont pénalisés et in fine les usagers. Alors en Gironde vous avez le SMICVAL et nous en Dordogne ici nous avons l'Ustom, oui, avec le même problème. Mais c'est les mêmes problèmes, voilà, oui, c'est ça. Exactement. Voilà. Merci Edwige Diaz d'être venue jusque-là. À très bientôt, ça j'en suis sûr. Avec plaisir. Bonne continuation et donc bonne écoute de CLC Média.